Le cerveau plus ou moins impacté. C'est justement le problème de la reconnaissance de la commotion, parce que parfois c'est presque invisible, c'est-à-dire que le joueur il est en état de jouer, mais on se rend compte quand même que par moment il peut partir du mauvais côté, il sait plus où il est, il sait plus quel jour on est, et surtout les joueurs le taisent, sauf qu'aujourd'hui les impacts sont pas les mêmes, donc on a eu à déplorer des accidents graves. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, à votre sport ce matin avec mon invité Jean-Christophe Berlin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute spécialisé en médecine du sport, plus particulièrement spécialiste de rugby. Nous faisons, vous et moi, Jean-Christophe, partie d'une génération inconsciente pour laquelle un coup d'éponge sorti d'un seau crasseux et souvent terreux suffisait à nous remettre debout. C'est vrai, on a connu ça. Rugby. Ouais. C'est la vieille éponge que tout le monde se repassait d'ailleurs. Oui. Miracle, mais qui réparait tout. C'est ça. Un coup d'éponge et tu repartais sur le terrain. Nous allons parler du traumatisme crânio-cérébral ce matin, léger, aussi nommé commotion cérébrale, remis sur les devants de la scène avec les déclarations de Sébastien Chabal qui s'est confié sur ses pertes de mémoire dans une récente interview, même si lui n'a pas prononcé le mot commotion. Hein. En effet, oui. Ouais, il n'a pas, donc on en a déduit que c'était ça. Oui, il a dit quand même que c'était les chocs répétés, sans doute, qui l'avaient conduit là. Ce qu'on peut imaginer, mais c'est pas obligé. Et après ces déclarations, l'émotion nationale, et après justement l'émotion, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet, puisque tout le monde est amené à s'exprimer sur le sujet. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par commotion cérébrale ? C'est ce qu'on appelait autrefois un chaos, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est commotionné, c'est-à-dire qu'il a pris un coup, et en fait, il rentre en résonance, et il dysfonctionne. Donc ça provoque soit un évanouissement, et donc là, on voit tout de suite ce que c'est, mais ça peut être aussi plus discret, et donc on peut être un peu ébrieux, c'est-à-dire comme si on avait bu, ou alors on peut avoir des pertes de mémoire, ce qui était le cas de Chabal, ou on peut avoir des dysfonctionnements dans les mouvements, et donc c'est pas toujours facile à reconnaître sur un terrain, mais c'est important de le reconnaître parce qu'en fait, quand on a une commotion cérébrale, on est fragilisé pour la deuxième commotion, c'est-à-dire que c'est pas la première qui compte vraiment, c'est la deuxième. Donc si on voit un joueur qui est commotionné, il faut le sortir tout de suite, et c'est les règles qui ont été mises en place, il faut le sortir le plus vite possible pour éviter qu'il fasse un deuxième choc, parce qu'un cerveau qui a déjà été commotionné, il est beaucoup plus fragile, et le deuxième choc peut être mortel. On s'en est rendu compte à l'occasion d'un championnat du monde de boxe. Il y avait un boxeur qui avait pris un KO à l'entraînement, il monte sur le ring le lendemain pour le championnat du monde, et il meurt tout de suite, parce qu'en fait il n'était pas remis de son premier KO. Donc c'est à la suite de ça que le docteur Sherman et le docteur Samini au Stade Français ont mis en place le protocole. Le fameux protocole. Qui a été reconnu par World Rugby, donc en fait c'est ce qui est en place aujourd'hui. Alors on va rester sur la commotion. Commotion, c'est un petit mot finalement, ça fait pas grave une commotion. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu vrai aussi, parce qu'en fait le cerveau est plus ou moins impacté, c'est-à-dire que ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, et c'est justement le problème de la reconnaissance de la commotion, parce que parfois c'est presque invisible, c'est-à-dire que le joueur il est en état de jouer, mais on se rend compte quand même que par moment il peut partir du mauvais côté, il sait plus où il est, il sait plus quel jour on est, il reconnaît pas sa famille, enfin voilà. Donc il faut lui poser des questions, et c'est le principe du protocole, pour savoir dans quel état il est. Et surtout les joueurs le taisent, c'est-à-dire qu'ils veulent pas que sortir la plupart du temps. Les entraîneurs veulent souvent non plus pas les sortir, parce que si c'est des joueurs clés, donc tout ça fait qu'il y a une espèce de flou. On en revient à la fameuse éponge, un petit coup d'éponge sur le front et ça repart. Sauf qu'aujourd'hui les impacts sont pas les mêmes, et bon, donc on a eu à déplorer des accidents graves, et qu'il faut pas trop jouer avec ça, et c'est le sujet. Le cerveau, il n'est pas protégé par la boîte crânienne ? Alors pardon de vous poser la question, mais au contraire, mais parce que c'est quand même dur devant. Il faut que ça soit très clair, et là Chabal il l'a assez bien expliqué l'autre jour, c'est comme une boîte de pâté, c'est-à-dire qu'en fait l'enveloppe est rigide, mais à l'intérieur ça bouge, il y a de la gélatine autour du cerveau, et ça bouge. Donc si vous prenez un choc, si vous tapez sur la boîte de pâté, ça va bouger à l'intérieur. Donc en fait il y a une protection, et heureusement il y a une protection solide, mais à l'intérieur ça bouge. Donc en fait si vous bougez la tête assez violemment, c'est le cas dans les enfants secoués, par exemple quand on secoue les enfants, est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Mais en fait on arrive à faire dysfonctionner et même à tuer les gens. Quelle différence vous faites entre un traumatisme crânien et une commotion cérébrale ? Est-ce qu'il y en a une déjà ? Oui, il y en a une. Le traumatisme crânien, ça veut dire que la boîte crânienne a pris un choc sévère. Et donc il y a un joueur, il y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 ans, qui a eu un traumatisme crânien, c'est-à-dire que la boîte crânienne était endommagée, et donc nécessairement le cerveau derrière, et il y a eu un hématome. Et le gamin donc est rentré chez lui, il avait mal à la tête, mais il n'a pas consulté. C'est souvent le problème, c'est que les enfants consultent pas, et c'est une erreur. Et il est mort dans la nuit, parce qu'en fait l'hématome s'est constitué. Donc le traumatisme crânien, dans une échelle, si vous voulez, de valeur, c'est beaucoup plus grave que la commotion cérébrale.
C'est pour ça qu'on met un casque en moto, par exemple. Oui, alors on parle beaucoup de sport, mais effectivement, vous faites bien de le rappeler, les commotions cérébrales, ça peut arriver dans la vie aussi. Absolument. Il n'y a pas que dans le sport qu'on peut avoir une commotion cérébrale. Absolument. Et là, je pense au bébé secoué, parce que c'est un autre sujet, mais c'est très important. Il ne faut pas secouer son bébé quand il pleure. Il ne faut pas lui dire arrête en le secouant, parce qu'en fait, le cerveau bouge. Et c'est très dangereux. Chaque année, il y a des morts comme ça. Mmh. Oui, il suffit, par exemple, un accident de voiture, même si la tête ne tape pas sur le pare-brise, le fait que la tête parte en avant sous l'effet de la décélération, ça fait que le cerveau va cogner contre le frontal. La commotion cérébrale, c'est un traumatisme qui n'est bénin qu'en apparence, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, donc ça commence à devenir inquiétant s'il y a des répétitions. Absolument, c'est le double impact. Il faut penser au double impact et c'est pour ça qu'on fait sortir les joueurs. On essaie de faire sortir les joueurs si on se rend compte qu'ils ont une commotion. Mais la vraie difficulté, et surtout au niveau amateur, c'est ça dont on va parler, au niveau amateur, vous n'avez pas de personnes capables de reconnaître vraiment les commotions cérébrales. Au niveau professionnel, il n'y a pas de problème. Ils ont aujourd'hui des protège-dents connectés, ils ont des gens qui regardent, il y a un médecin sur le bord du terrain. Mais quand vous êtes en minime, par exemple, où il y a beaucoup de commotions cérébrales, eh bien, il n'y a personne pour les reconnaître. Et là, les enfants sont en danger. Mais est-ce que toutes les commotions cérébrales sont graves, en fait ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Non. En fait, en soi, justement, une commotion cérébrale, une première commotion cérébrale, c'est pas vraiment grave. C'est comme un chaos. Donc, mais par contre, si on est raisonnable, on fait sortir le joueur. Pour la raison que j'ai évoquée, pour éviter un deuxième impact. Voilà. Alors longtemps, il y a eu des retards au diagnostic, parce que les médecins généralistes n'étaient pas forcément formés à les détecter. Quelles sont les difficultés de diagnostiquer une commotion cérébrale ? Alors, le vrai problème du diagnostic, c'est chez les jeunes. C'est pour ça qu'au Stade Français, on a fait une étude sur 10 ans, parce qu'on avait la chance, dans les clubs un peu où il y a un peu d'argent, on avait la chance d'avoir un kiné par équipe. Donc on avait un kiné en minime, en cadet, en junior, etc., qui était formé à la reconnaissance des commotions cérébrales. Donc on a pu tenir pendant 10 ans une liste de commotions qu'on a repérées, et on s'est rendu compte qu'il y avait chaque week-end 3 commotions cérébrales sur 100 joueurs, c'est-à-dire sur 6. 3%, c'est beaucoup. 3%, c'est considérable. Donc avec ces chiffres-là, je suis allé moi au ministère des Sports pour leur montrer. Le médecin m'a reçu, il m'a dit oui, c'est une étude que je valide, mais il faut la mener au niveau national. Alors je lui ai dit oui, c'est vrai, il faut faire une étude épidémiologique. Il m'a dit faites-la. Je lui ai dit attendez, moi c'est pas mon métier. Et donc ça n'a jamais été fait. Et j'en ai encore parlé avec le DTN il y a une semaine, ça n'a jamais été fait. Les études épidémiologiques. Alors le DTN pour tout le monde. Directeur technique national du rugby, comme dans tous les sports. Ouais. Et avec le président et avec le médecin de la fédération, on en a parlé ensemble, on a fait une réunion, et effectivement, cette étude n'a pas jamais été menée. Les études qui sont menées actuellement, qui sont plutôt rassurantes, elles sont en fait basées sur les datas des assurances. Or, en fait, on sait très bien qu'une commotion cérébrale, la plupart du temps, la personne n'ira jamais voir un médecin, pour les raisons que vous évoquiez, parce que d'abord c'est difficile de voir un médecin. Quand vous êtes à Villefranche-de-Lauragais, je dis ça comme ça, c'est difficile de voir... Vous avez raison, c'est important de citer le Haute-Garonne. Ouais. C'est difficile de trouver un neurologue, donc en fait la plupart du temps, ces commotions cérébrales passent totalement inaperçues et rentrent pas dans le système médical, donc on peut pas les mettre dans les datas. Donc les chiffres sont faux, ils en ont convenu. Donc moi je trouve 6000 commotions par week-end, eux ils trouvent 2000, mais peu importe que ce soit 2000 ou 6000, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Voilà. Alors vous êtes formé et vous êtes un homme de terrain. Déjà, quels sont les symptômes ? Qu'est-ce qui pourrait peut-être amener un gamin qui joue au rugby ou quelqu'un qui justement a eu un choc à se dire qu'il a subi une commotion cérébrale ? Déjà, il faut qu'il l'admette. C'est-à-dire que quand vous avez mal à la tête en sortant du terrain, quand vous avez pris un choc, quand vous savez plus très bien ce qui s'est passé, quand vous vous rappelez plus du match par exemple, c'est certain que vous avez eu une commotion cérébrale. Mais ça c'est rare, non ? Mais non, c'est pas rare. Depuis se souvenir d'un match, non ? Non, c'est pas rare. Il suffit d'un choc sur la tête. Or, aujourd'hui, le rugby que vous avez pratiqué et le mien, c'est pas tout à fait le même. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a beaucoup d'impact. Il y a trop de collisions. C'est même le sujet. Il y a beaucoup trop de collisions, même chez les jeunes. En minime, on a plus de 100 collisions par match. C'est beaucoup trop. Le rugby n'est plus le même. C'est plus un rugby d'évitement. C'est un rugby plutôt de contact. Et surtout, les joueurs sont beaucoup plus rapides. Donc, les contacts sont beaucoup plus violents qu'à notre époque. Donc en fait, vous en avez beaucoup, et on en trouve beaucoup chez les minimes en particulier, les cadets, les juniors. Et elles sont souvent ignorées, volontairement ou pas, mais elles sont ignorées. Or en fait, il ne faut pas les ignorer. Et si on a mal à la tête, si on ne se sent pas bien, si on a envie de vomir, il faut consulter. Alors, il faut consulter. On consulte qui et quels sont les examens complémentaires qu'on peut faire ? Est-ce que, par exemple, il faut aller faire une imagerie, une IRM, pour aller voir ce qui se passe La plupart du temps, vous savez, c'est compliqué. Vous le savez bien, comme moi, que c'est compliqué d'avoir des consultations médicales. Donc, il faut aller aux urgences, en fait, si on peut. S'il y a des urgences pas trop loin, mais c'est pas toujours le cas. On reprend l'exemple en province, c'est pas toujours le cas. Mais consulter votre médecin, ça suffit. Et aujourd'hui, les médecins sont quand même, sensibilisés au problème de la commotion cérébrale dans les sports de contact. Et donc, s'il y a lieu de faire un examen complémentaire,
complémentaire, et c'est pas toujours le cas, mais s'il y a lieu de faire un examen complémentaire, ils le commanditeront. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on a eu une suspicion de commotion cérébrale, il faut s'arrêter de jouer pour au moins une semaine, 15 jours, 3 semaines. Mais est-ce qu'on voit quelque chose à l'IRM, par exemple, ou pas du tout? Ah non. On voit rien, donc ça sert à rien. Dans certains cas, dans le cas d'un traumatisme crânien, par exemple, ça peut être utile. Ouais. Mais non, c'est pas les examens qu'on fait en général. S'il y a un vrai problème, tout le monde, un médecin va le déceler, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est arrêter le joueur. Ce qui est important, c'est que quand il y a une commotion cérébrale ou une suspicion, il faut arrêter le joueur 15 jours, 3 semaines pour qu'il récupère. Et en général, le cerveau récupère. Mais par contre, moi j'ai eu des gamins en minime qui en faisaient 4-5 par an, commotion cérébrale. Et plus vous en faites, plus ça vient facilement. On ne l'explique pas forcément bien, mais on peut considérer que le cerveau est fragilisé. Quand vous avez un gamin qui fait 4-5 commotions cérébrales dans l'année, on dit qu'il y a un problème, il faut l'arrêter. Et le docteur Sherman, avec qui j'ai travaillé à l'époque, arrêtait les joueurs. En minime, donc 14 ans. Mais si on en fait 4 ou 5 par an, ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément symptomatiques. Si, elles sont symptomatiques. Pour déceler une commotion cérébrale, il faut qu'il y ait des symptômes, il faut qu'on le voit. Donc en fait, nous on pouvait le voir parce qu'on avait la chance d'avoir un kiné qui surveillait, ce qui est rarement le cas. Et donc on a sorti le gamin plusieurs fois et à la fin on lui a dit non mais il faut que tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire au jeune Sébastien Chabal quand il jouait, quand il était minime justement? Alors là, on est dans la paléontologie, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui aurait été important de lui dire à ce moment-là, à ce gamin? C'est une question compliquée parce que le rugby n'était pas le même. Et je pense que les commotions cérébrales existaient déjà à l'époque, mais les chocs étaient un petit peu moins violents. Mais dans tous les cas, il aurait fallu faire le même protocole, c'est-à-dire quand il y a une commotion cérébrale, il faut s'arrêter. Il aurait fallu l'arrêter. Mais on peut pas dire encore aujourd'hui que c'est à cause des commotions cérébrales qu'il a ce qu'il a là. Il y a de fortes chances, parce qu'en Angleterre, il y a 100 joueurs qui se sont ligués et qui ont attaqué la fédération en disant voilà, on n'a pas été protégés. Ils ont fait un syndicat. Mais ça va arriver en France, forcément, parce que c'est la même chose. Actuellement, il y a beaucoup de joueurs, et j'en connais plein, qui ont des symptômes et qui n'en parlent pas. Chabal a eu le courage de le faire, mais assez spontanément, sans que personne soit au courant. Évidemment, ça sert un peu notre cause de protection des joueurs. Mais ça a fait parler, mais il faudrait que ça serve à quelque chose, il faudrait qu'on rebondisse. Avec Jean-Christophe Berlin, qui est notre invité aujourd'hui, depuis les années 2022, l'instance dirigeante du rugby mondial a mis en place ce qu'on appelle un protocole qui s'applique en cas de commotion cérébrale. En quoi ce protocole commotion consiste-t-il et à qui s'applique-t-il ? En fait, à partir du moment où je précise que c'est quand même pour les pros, donc en fait. Donc c'est pour les pros, c'est pour ça que je lui demande à qui ça s'applique. C'est pour les pros, il faut qu'il y ait un médecin sur le bord du terrain. Maintenant, ce sont des médecins neutres en plus, parce que souvent quand c'était des médecins d'équipe, on pouvait considérer qu'ils étaient jugés partis. Donc là, ce sont des médecins qui sont neutres en fait. Et donc quand ils voient sur le terrain ou sur les images, puisqu'ils ont des caméras, c'est quand on voit qu'un joueur présente une commotion, on le fait sortir, on fait le protocole, c'est-à-dire qu'on va lui faire des tests dans le vestiaire d'équilibre, de mémoire, différentes choses qui vont montrer s'il est capable de retourner sur le terrain. Et la plupart du temps, maintenant, on les fait pas revenir sur le terrain, même à partir du moment où on l'a fait sortir, en général, ils reviennent pas. En quoi ce protocole peut-il être sujet à caution, d'après vous ? Non, il est plutôt bien fait. Je ne veux pas dire du mal de ce protocole. Il a le mérite d'exister. C'est des Français qui l'ont mis en place, donc tant mieux. Il a été reconnu par rugby, tant mieux. Il faut au contraire, je pense, le généraliser et l'amener aussi dans des divisions inférieures, parce que c'est dans les divisions inférieures qu'il y a malheureusement tous les accidents, parfois mortels. Parce que justement, on n'a pas ce système. Donc ça prouve que ce système est efficace, qu'il est utile, et moi je le cautionne totalement. Mais il faudrait pouvoir que ça soit diffusé plus largement. Souvent, les sportifs et leur entourage n'ont pas conscience des dégâts qui sont causés par les chocs, parce qu'ils veulent jouer. En fait, vous parliez tout à l'heure de récupération, une récupération de 12 à 15 jours. Ouais. Pour un joueur en pleine forme, qui a l'âge d'exploser, 15 jours, ça paraît le bout du monde. Absolument, c'est même tout le problème qu'on rencontre. Vous avez les joueurs, mais vous avez aussi les entraîneurs, parce que quand c'est un joueur comme Dupont, par exemple, on n'a pas envie de l'arrêter 15 jours. Et pourtant, il faudrait. Mais rappelez-vous, pendant la Coupe du Monde, il a subi un choc au visage, il a été opéré. Il a forcément subi une commotion associée, mais il a rejoué. Combien de temps après ? C'était très court. C'était très court. Ouais. Et moi, je suis intervenu, pourtant je suis pas médecin, mais je suis intervenu auprès du président. Je l'ai appelé parce que c'était un ami. Je lui ai dit, écoute, tu devrais pas le faire jouer. Il me dit, moi, je peux pas faire. C'est pas moi qui décide. Les médecins ont validé, ils ont validé. Oui, mais
Dupont, on l'a vu pendant la demi-finale, ou le quart de finale, je sais plus, quart de finale, il n'était pas tout à fait au meilleur de son niveau. Donc quel est l'intérêt de faire jouer un joueur blessé ? Ça a aucun intérêt. Un joueur qui venait d'être opéré et qui avait été forcément commotionné. Donc, si vous voulez, il faut, les joueurs veulent jouer. Les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Mais les entraîneurs, et là, ne doivent pas être complices. On ne peut pas être complice. Il faut que les médecins soient radicaux, que les entraîneurs ne soient pas complices. Mais il y a un âge où on ne pense pas qu'un jour on sera vieux et on ne pense pas que ça peut avoir des répercussions sur le plus tard. Oui, ils ne pensent pas à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils peuvent penser à leur carrière immédiate. C'est-à-dire que il vaut mieux s'arrêter 15 jours que d'être arrêté les 6 derniers mois de l'année, par exemple. Oui, on peut penser à court terme. Un joueur qui veut pas s'arrêter, s'il refait une deuxième commotion, il va être arrêté 6 mois, donc c'est ridicule. Mais en fait, le joueur, il voit pas plus loin que le prochain match. Souvent. En général, oui, en général. Mais c'est pour ça que la formation, et c'est pour ça que une émission comme la vôtre, et d'en parler, c'est utile, parce qu'en fait, il faut se rendre compte des intérêts à la fois des joueurs, des clubs et de tout le monde, et même du rugby en particulier, parce que là, ce qu'on dit là, ça fait un peu peur aux gens, ça fait un peu peur aux mamans qui écoutent l'émission et qui disent, est-ce que je vais mettre mon fils au rugby ? Donc si on informe bien, et si on dit, en fait, non, on prend les mesures qu'il faut, non, on met les règles qu'il faut, non, le rugby est pas dangereux, tant mieux. Mais c'est pas ce qu'a dit la ministre Barzac hier, qui a dit que le rugby était un sport dangereux. Donc aujourd'hui, on est à admettre que c'est un sport dangereux, et c'est déjà bien, mais il faut aussi réagir vite et dire, mais non, on va mettre les conditions nécessaires pour la sécurité. Alors par extension, on voit maintenant ceux qui disent, oui, mais une tête au football, ça peut générer une commotion cérébrale. Donc vous voyez, si on remet le principe de la tête au foot... on l'a remis, parce que la Fédération française de football, en l'occurrence, a réagi assez vite. Il n'y a plus de tête dans les catégories. Enfin, je peux me tromper, mais je crois pas. Il n'y a plus de tête dans les catégories petits, chez les petits. Parce que le problème, en plus, chez les petits, c'est que le cerveau est en formation. Jusqu'à 20 ans, le cerveau est en développement. Faire une commotion cérébrale sur un cerveau en développement, ça peut certainement poser problème. On ne sait pas ce que ça fait. Le docteur Sherman, j'en ai parlé avec lui, il dit on ne sait pas ce que ça fait. Mais on peut imaginer que c'est pas très bon. Donc au football, ils ont interdit les têtes, en tout cas avec des ballons durs. On peut le faire avec des ballons mous, par exemple, jusqu'à un certain âge, et c'est une bonne chose. Et en rugby, il y a plein de choses à faire du même ordre pour protéger les joueurs. Les cas de commotion cérébrale, alors on évalue à 100 000 par an. Alors je ne sais pas d'où sort ce chiffre. C'est des chiffres dont on a parlé tout à l'heure. Qui sont basés sur les datas. Moi, les chiffres que j'ai trouvés avec l'étude qu'on a faite au Stade français, c'est plus, mais peu importe. On peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas décelés, en vérité. Et il faut encore augmenter les capacités. Et c'est là qu'à mon avis, il faut faire intervenir les parents. Il faut que les parents et les dirigeants soient vigilants sur le bord du terrain. Tout le monde peut être vigilant sur le bord du terrain. Il faut qu'un parent puisse dire, dites non, là, mon fils, là, il est KO. Vous voyez ? On a fait le carton bleu. Le carton bleu, c'est les arbitres qui ont le droit de sortir un carton bleu quand ils voient sur le terrain qu'il y a un joueur qui est KO, il a le droit de le sortir. Mais on peut très bien imaginer que les parents, sur les terrains, et les supporters qui sont là, peuvent dire non mais celui-là il est KO. Et souvent c'est le cas, ils le voient. Est-ce que ça dénature le sport ? Pardon ? Ces mesures de prévention, finalement, est-ce que ça change le foot ? Est-ce que ça change le rugby ? C'est un sujet que j'aime bien aborder parce que... C'est sensible chez moi, vous savez... Non, mais j'aime bien ça, si vous voulez. Parce qu'en fait, si vous comparez le rugby d'autrefois et le rugby d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Il faut comprendre que, par exemple, un coup de poing de Tyson, Mike Tyson, c'est 1000 joules en énergie. C'est l'énergie cinétique. C'est 1000 joules. Deux types qui se rendent dedans au rugby à la vitesse où ils vont aujourd'hui, c'est 6000 joules. C'est 6 fois plus. Déjà, le coup de poing de Tyson, ça fait mal. Mais 6000 joules, c'est énorme. Donc, ça fait des chocs qu'on n'avait pas autrefois. C'est la vitesse, en fait, qui a changé la nature. C'est la vitesse au carré. Donc, en fait, ils vont beaucoup plus vite. Et ils sont même un peu plus lourds. Ils sont plus lourds et ils vont plus vite. Donc, autrefois, c'était des 2 chevaux qui ils sont plus lourds, mais ils sont moins gros, en fait. Oui, c'est que de la masse musculaire. Ils vont très vite. Et donc, c'est ça qui fait la dangerosité du problème. Donc, ça dénature pas. Ça dénature pas la façon dont on pratique le rugby, parce que vous savez, ce rugby de clocher que vous et moi on a connu, qui était un. Voilà, justement, on va revenir là-dessus. Autrefois, on faisait des entrées en bélier, en mêlée, et puis on a changé la règle. Est-ce que ça change le rugby ? Pas tellement. Ouais, ça change l'intérêt d'être pilier. Oui, mais enfin, justement, les piliers, ils sont moins à œuvrer dans les mêlées, on les voit plus dans le jeu. Ça n'a pas changé grand-chose. Et par contre, tous les accidents à l'époque venaient des mêlées écroulées. Et à partir du moment où on a changé cette règle, tout a changé. Et il y a aussi l'application de la règle et la sanction. Je vais vous donner un exemple. C'était le cas de Sylvain Atoub, qui est un joueur du Stade français, qui a joué en équipe de France. Et lors d'un match international, il fait une fourchette. Vous savez, c'est les doigts dans les yeux. Bon, ça tue pas quelqu'un, mais c'est pas bien. Donc, bon. Il a pris 1 an de suspension. Il a pris 1 an de suspension. À l'époque, tout le monde a râlé, et surtout lui, parce qu'en fait, c'était la fin de sa carrière. Mais on n'a plus jamais vu une fourchette, jamais sur un terrain de rugby.
voyez l'application de la règle. Ouais. Quand on fait une sanction qui est importante, ça a des résultats. Alors je dis pas qu'il faut sanctionner 1 an un joueur, mais dans le cas de Nicolas Chauvin, dont on parlera peut-être tout à l'heure, l'accident. Alors on a mis 6 ans, enfin l'enquête a duré 6 ans. L'enquête a duré pour reconnaître finalement qu'il y avait un acte dangereux. Un acte dangereux qui aurait dû mériter un carton rouge alors qu'il n'avait pas eu de carton à l'époque. Le gamin n'a pas eu de carton, il a rejoué tout de suite. Mais la violence de l'impact qu'on voit, parce que le père a publié les images, on les a vues, tout le monde peut les voir, la violence de l'impact, c'est considérable. Un joueur comme ça, si vous le sanctionnez 1 an, il va réfléchir. Et surtout, les équipes autour de lui vont réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, l'entraîneur va réfléchir, le président va réfléchir. Tout le monde va dire, non, mais attendez, vous attaquez pas à la tête, parce que vous allez prendre 1 an de suspension, vous allez me coûter 1 an de salaire. Oui, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Il y a un sujet dont on parle peu, parce qu'il est tabou, c'est l'usage des drogues dans le sport, notamment dans le rugby. On a vu apparaître une substance que ma génération n'a pas connue parce qu'elle n'existait pas, mais peut-être qu'elle ne faisait pas partie de l'esprit rugby, c'est la cocaïne. Aujourd'hui, de votre observation, Jean-Christophe Berlin, ça fait beaucoup de joueurs qui jouent sous cocaïne? J'en ai parlé sur France Bleu La Rochelle il n'y a pas tellement longtemps parce qu'il y a eu. Alors vous avez une vie, hein. Si vous êtes à France Bleu La Rochelle, alors là. Non, mais enfin ils aiment bien le rugby là-bas. À La Rochelle, oui. Et donc il y avait un cas avec ce joueur qui a eu des problèmes en Argentine, enfin je ne vais pas le nommer, mais et qui avait été aussi pris sous cocaïne. Il y a beaucoup de cocaïne dans le rugby, dans le sport de manière générale. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus accessible et même en province on peut en avoir assez facilement. Donc aujourd'hui les jeunes vont vers la cocaïne et d'autres produits dopants et très jeunes parce qu'en fait ils ont déjà un esprit. Ils ont un plan de carrière, ils se disent avec des substances je vais être plus fort. Or je voudrais bien dire un message aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est exactement le contraire, c'est désinhibant, c'est-à-dire qu'en fait quand vous prenez de la cocaïne vous allez percuter sans doute plus fort, plus violemment, mais vous réfléchissez pas et c'est sûr que vous allez vous blesser. Il y a toujours beaucoup plus de blessures sous effet, sous cocaïne que le contraire. Donc en fait en termes de carrière, si vous prenez des produits comme ça, vous allez faire un début de carrière, mais vous n'irez pas plus loin. Donc il faut bien donner. C'est-à-dire que sur la durée, ça va. Sur la durée, forcément, ça va réduire vos performances. Vous allez vous blesser beaucoup plus gravement. Ça diminue la cognition, c'est-à-dire que vous réfléchissez pas sur un terrain, donc vous allez être plus violent, mais vous allez être pas intelligent. Donc ça aide pas la cocaïne. Au contraire, c'est un faux ami. Si ce message-là passe, c'est déjà bien. Ouais, on a vu arriver la cocaïne dans le rugby. Je veux dire, ça a remplacé le Ricard. Oui, mais le Ricard c'était festif, c'était après, et puis ça n'a pas d'effet à long terme. Il n'y a pas de vrai problème. Sauf si on dépasse la dose. Moi, j'en connais quelques-uns qui ont viré à l'alcoolisme. Bien sûr, oui. On en connaît. Qu'on virait à l'alcoolisme parce qu'il y avait cette culture de la troisième mi-temps bien arrosée. Je ne vais pas défendre l'alcool contre la drogue, mais il faut bien penser à ça, que la drogue, c'est pas un faux ami. Sauf que les gens ne buvaient pas avant le match. En général. Voilà, c'était ça. Mais c'est important de parler de la drogue parce qu'on a l'impression qu'elle n'impacte pas forcément le milieu sportif. Et encore moins. Il y en a partout. Ouais. Il y en a partout, selon les sports, c'est pas les mêmes. Il y en a qui prennent la cocaïne, d'autres qui prennent des calmants, ça dépend des sports, mais il y en a partout. Dans la prise en charge d'une commotion cérébrale, à quel moment le kiné intervient-il ? Et finalement, une prise en charge, ça consiste en quoi ? Est-ce qu'il y a de la rééducation ? Alors, il intervient déjà sur le terrain, parce que c'est souvent des kinés qui vont faire. Il y a peu de médecins, il faut bien en parler. Il y a qu'au niveau des pros qu'il y a des médecins sur le bord du terrain. Le reste du temps, c'est des kinés ou pas, parce qu'il y a beaucoup de clubs où il n'y a pas de kiné, ça coûte trop cher. Donc le kiné, en particulier pour le cas de Nicolas Chauvin, le kiné Sophie Poyer, qui est une amie, elle est intervenue sur le terrain. Le gamin, il était en arrêt cardiaque, arrêt respiratoire, commotion cérébrale. Il y avait tout. Il y avait une prise en charge médicale incroyable pour un soignant. C'était vraiment donc elle a appelé des secours et là les secours ont mis 40 minutes pour arriver. Je le précise quand même, non, parce que c'est la même chose pour Nicolas Haddad qui s'est passé il y a 15 jours où le gamin est décédé aussi. Les secours ont mis 40 minutes pour arriver, ce qui est considérable. Et donc il y a un médecin qui était là, le médecin de Bègle, qui est descendu sur le terrain. L'arbitre était secouriste. Ils ont fait les gestes, ils l'ont réanimé, ils ont réussi à le réanimer sur le terrain, ce qui était quand même incroyable. Le gamin il était mort. Ils l'ont réanimé et bon, après il a été opéré, etc. Et puis évidemment il est décédé 2 jours après parce qu'il était vraiment trop gravement atteint. Alors on va revenir donc le rôle du kiné, c'est déjà ça, c'est le kiné de terrain, donc faire le premier diagnostic. Mais après, une fois qu'on est diagnostiqué, comment on est rééduqué ?
il n'y a pas de rééducation de la commotion cérébrale. La rééducation de la commotion cérébrale, c'est le repos. S'il y a de la rééducation, c'est qu'il y a des troubles importants du cerveau. Et là, donc la prévention et la prise en charge, c'est du repos. C'est essentiellement de la prévention. C'est très important de déceler les commotions cérébrales. Et ensuite, il faut le mettre au repos. Et obligé d'être là. Alors, si le kiné est là, il faut qu'il l'empêche de revenir sur le terrain 2 jours ou 3 jours après. Hein. Jean-Christophe Berlin est mon invité. Le kiné qui cite Hemingway et Talleyrand. Et qui écrit des livres, on en parlera tout à l'heure. On est là pour parler des commotions cérébrales. L'Académie nationale de médecine a publié il y a 2 mois un rapport justement sur les commotions cérébrales dans le sport. Mal soignées, elles peuvent avoir des conséquences désastreuses, et notamment comme des maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Parkinson. Mais alors vous dites mal soigné, et finalement vous dites que finalement la prise en charge d'une commotion cérébrale, c'est le repos. Oui. Mal soigné, ça veut dire qu'en fait, c'est d'abord souvent mal évalué, et souvent avec une reprise du sport trop rapide. Quand on est au niveau des soins de pathologies neurodégénératives, on ne peut plus faire de sport. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des troubles, et c'est effectivement, mais ils ne peuvent plus faire de sport. Donc quand on dit mal soigné, ça veut dire que c'est mal pris en charge. C'est-à-dire que le seul traitement, c'est d'éloigner le sportif de son sport le plus longtemps possible, et il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais souvent, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez le joueur Sexton, international, il faisait des commotions cérébrales en éternuant quasiment. Le cerveau était tellement souvent commotionné qu'il était devenu très fragile. Et là, on peut considérer quand même que la médecine a été un peu tolérante par rapport à ce joueur, mais par rapport à beaucoup d'autres joueurs en vérité, en les remettant sur les terrains. Donc c'est ce que veut dire le rapport de la fédération. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Est-ce que le casque, ça vous protège ? Non, alors le casque, c'est une fausse idée, parce qu'en fait... parce qu'on se sent invincible avec un casque. Mais oui, c'est ça, en fait. Ouais. Les enfants l'utilisent parce qu'en fait, ça rassure les mamans, parce qu'en fait, ça évite qu'ils aient des griffures, et surtout qu'ils aient les oreilles abîmées, parce que le signe du rugbyman, c'est d'avoir les oreilles écrasées. Donc le casque, ça protège un peu les oreilles, ça protège les yeux, les arcades, etc. C'est vrai, mais ça ne protège absolument pas contre les commotions cérébrales. Et le football américain, qui autrefois se jouait sans casque, qui se joue avec des casques maintenant, ils ont beaucoup plus de commotions cérébrales que rugby. Donc fausse bonne idée. Faut pas se sentir invincible. C'est même pas une idée. C'est-à-dire que c'est abandonné pour les commotions cérébrales. Par contre, en porter un, pourquoi pas, mais il faut savoir que les enfants se sentent effectivement plus forts avec un casque, et qu'ils vont percuter avec la tête plus facilement s'ils ont un casque. Parler de prévention, puisqu'on est au stade de la prévention, quels sont les messages qu'il faut faire passer à ceux qui nous écoutent ? Le message, pour moi, il va plutôt à la Fédération française de rugby. Et, bon, ils ont la gentillesse de m'écouter aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Quand je dis jeu, on est nombreux. Hein. Il y a le professeur Chazal, il y a le docteur Sherman, il y a le docteur Savini, il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans la lutte contre les commotions cérébrales. Donc le message à faire passer, c'est que la FFR doit au plus vite prendre les mesures nécessaires pour la sécurité des joueurs, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, et surtout pas dans les catégories jeunes. Donc il faut vraiment... Là, j'ai dit dans une émission que on a un gros incendie et on essaie de l'éteindre avec une petite lancette. C'est pas le sujet. Il faut vraiment mettre les moyens pour éteindre l'incendie qui est les commotions cérébrales, et en particulier chez les jeunes. Donc il faut... les jeunes et le rugby... Et le rugby amateur. Amateur. Quand je dis les jeunes, parce que c'est souvent les jeunes, malheureusement, si vous regardez les 8 morts qu'on a eu là dans les 10 dernières années, c'était tous des jeunes. Hein. Donc c'était pas des professionnels, c'était que des amateurs. Et tous les accidents graves sont des jeunes et des amateurs. Donc c'est là qu'il y a le gros problème. Et vous savez, aujourd'hui, on a gagné le tournoi des destinations, on devrait avoir plein de jeunes qui viennent au rugby. Mais c'est pas le cas. En particulier dans la catégorie 14-18 ans, les gens sont pas fous, ils savent bien que c'est la catégorie dangereuse, donc ils y vont moins. Ils vont plutôt au rugby flag, au rugby de détente, au rugby à 5, au rugby à toucher, qui sont des rugby sympathiques, mais qui n'ont rien à voir avec le vrai rugby. Donc le message, c'est de dire, vite, enlevez le couvercle sur la marmite, arrêtez de cacher les choses, on a un vrai problème et il faut résoudre ce problème. Donc je pense que la fédération aujourd'hui est plus ouverte, et donc j'ai toujours bon espoir qu'on y arrive, mais on a pris beaucoup de retard. Jean-Christophe Berlin, quand vous ne pratiquez pas la kiné, vous écrivez des livres. Votre nouveau livre vient de sortir, s'appelle Le Pavillon Blanc et autres nouvelles. Le pavillon blanc, c'est le pavillon, enfin c'est le secteur 13, hein, c'est le secteur psychiatrie où votre héros, qui vous ressemble un peu quand même, hein, oui. Vient faire son stage. Oui, on change de sujet, je vous remercie d'avoir bien parlé de rugby. Maintenant, effectivement, c'est le pavillon blanc, c'est Sainte-Anne. C'est inspiré de Sainte-Anne. Ouais.
et jeune, vous n'avez pas été qu'au Sénégal. Oui, en effet. Vous avez été gâté. Vous avez fait votre stage de kiné à Sainte-Anne. Ça s'invente pas quand même. Hein. Non, on avait une dizaine de stages à faire, un hospitalier, comme tout kiné qui se respecte. Et j'avais été à Sainte-Anne, et dans ce pavillon, qui est un pavillon des personnes psychiatriques qu'on doit mettre à l'écart, c'est-à-dire qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour eux, ils sont dangereux pour eux et pour la société. Et donc votre héros, Pierre, se lie d'amitié avec une vieille dame, a priori bien sous tout rapport, hein, touchante et attachante. Oui, c'est ça, c'est là l'intérêt de l'histoire, c'est qu'en fait, c'est une dame que j'aimais bien en vérité, et puis qui manipule, parce que souvent c'est ça, c'est la manipulation, et j'aurais pu tomber dans un piège assez grave. Je m'en sors par chance. Vous étiez à 2 doigts de tomber dans le piège, hein, je ne vais pas dire. Exactement, je m'en sors par chance. Mais c'est intéressant de réfléchir sur la manipulation extrême de ces personnes. Mais vous étiez jeune à l'époque en plus. En plus, j'étais jeune et malléable. Ouais, super jeune. J'étais jeune et malléable, donc effectivement, on est plus naïf à cette époque-là. On met les sentiments, les émotions en avant, alors que parfois, il faut rester professionnel. Bon, le rugby est jamais trop loin de vos nouvelles, mais alors là, vous nous racontez, moi, je ne sais pas l'histoire, la création du Harris Bar. Ouais. Harris Bar. Et là, vous faites... À Venise, parce qu'il y en a un à New York. Il y en a un à New York, mais celui de Venise, vous faites se rencontrer Ernest Hemingway et Giuseppe Cipriani, qui est le fondateur du Harris Bar à Venise, mais qui est aussi l'inventeur d'un célèbre cocktail qui s'appelle le Bellini, et du carpaccio de bœuf. Oui. Ça s'invente pas. Hein. C'est une belle histoire, c'est une histoire vraie. Hein. J'ai vérifié après. Oui, c'est une histoire vraie. J'adore cette histoire parce qu'en fait, évidemment, Hemingway aimait bien les bars. Hein, et il fréquentait les bars et il aimait aller à Venise parce qu'il chassait. Il chassait dans Alors il est célèbre, Hemingway, parce qu'il y a un bar qui porte son nom au Ritz. Oui. Hein, il était célèbre pour aller au bar du Ritz. Et il se vantait d'avoir libéré le Ritz, puisqu'en fait, quand il a fait la libération de Paris, il a été un des premiers clients arrivés au Ritz et il a dit j'ai libéré le Ritz. Voilà, bon. Et il aimait bien les bars. Et donc cette histoire avec Cipriani est touchante parce que Cipriani lui raconte une histoire pendant la guerre et Cipriani était assez courageux puisqu'en fait il a défendu les Juifs. Voilà. Ouais. C'est l'histoire dans... C'est l'histoire dans l'histoire. Et puis il y a la genèse de Moby Dick aussi. On croit reconnaître la genèse de Moby Dick dans votre livre. Pardon, vous faites une petite erreur. Moby Dick, c'est Herman Melville. Ben oui, c'est pour ça. Mais c'est quoi? C'est l'Espadon. C'est l'Espadon. C'est l'Espadon alors. Oui, c'est pas la même chose. C'est l'Espadon. Oui. Mais après, il y a une pêche à l'Espadon. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on reste dans la lignée. Ça s'appelle, d'ailleurs j'ai oublié le titre, vous aussi je pense, le titre de c'est la dernière nouvelle d'Hemingway, le vieil homme et la mer. Voilà. On y est. On est arrivé, on fera on y arrive. On fera le book club. Pour ceux qui ont suivi vos livres et qui aiment vous lire, on retrouve un personnage qui s'appelle Babacar, à qui vous avez consacré un livre complet. Oui. Babacar, c'est un petit garçon sénégalais dont vous avez soigné la jambe et qui disparaît. Et oui, c'est le titre d'un roman. Alors j'ai fait un peu comme... Babacar a disparu. Ouais. En fait, j'ai fait un peu comme Maupassant. Maupassant, en toute simplicité, mais Maupassant, il écrivait des nouvelles et il écrivait des romans. Et en fait, il écrivait toujours une nouvelle du roman. C'est ce que j'ai fait là, en fait. C'est la version courte de Babacar a disparu. Il faut transformer en nouvelle. Et moi, j'ai cru qu'on le retrouvait, évidemment, à la fin. Je me suis dit, s'il y a une nouvelle, parce qu'en fait, vous dites qu'il va y avoir une fin surprenante. Oui. Mais en fait, personne ne sait si on le retrouve. Et vous savez, comme les gens sont taquins parfois, très souvent quand ils m'abordent, ils me disent est-ce que tu as retrouvé Babacar? Voilà, mais on ne retrouve pas Babacar. Non. Mais ça, c'est dans votre recueil de nouvelles. C'est un luxe, un recueil de nouvelles aujourd'hui, vous savez. Alors c'est un luxe et c'est un peu confidentiel parce que la nouvelle, pourtant ça devrait pas être le cas parce que ça se rapproche des séries télévisées en fait, c'est des histoires courtes, hein. Mais la nouvelle, d'après mon éditeur, ça se vend moins bien, voilà, donc ça se diffuse moins bien. Pourtant moi j'aime bien le principe parce que c'est assez efficace la nouvelle, on va droit au but en fait. Ouais. C'est un shortcut et effectivement chaque histoire pourrait faire l'objet d'un propre roman. Alors ça viendra peut-être, mais parce que Babsi, Babsi qui est la vieille dame dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment une héroïne de roman. Hein. De roman et de cinéma parce que ça devait être adapté par Jean Becker et puis finalement il a renoncé, mais je regrette beaucoup parce que j'aimerais bien l'avoir au cinéma. Et c'était
C'était l'actrice, j'ai oublié le nom, on perd un peu, mais c'est celle qui jouait. Moi, je me demande si vous n'avez pas pris trop de pètes au casque. Oui, je pense que alors là, moi, mon ami Chaval. Alors là, moi, je pense que vous avez pris des pètes au casque. Mais l'actrice qui avait été pressentie pour ce rôle, c'est celle qui joue dans La vie est un long fleuve tranquille. Alors, oui. Vous allez peut-être m'aider. Tati Daniel. Ah non, non. La vie est un long fleuve tranquille. Voyez, moi aussi, j'ai un peu de casque. Qui joue Madame, pas Madame Groseille, mais l'autre, et j'ai oublié son nom malheureusement. Enfin, elle avait accepté le rôle, donc c'est dommage. Bon, ça s'est pas fait. Peut-être que ça se fera. Oh, il y a des actrices dans cette génération qui le joueraient très très bien. Sûrement. On peut demander à Françoise Fabian si vous voulez. Suzanne Flon était très bien, malheureusement. Elle a disparu, mais bon, enfin voilà, il y a des personnages. Bien, Jean-Christophe Berlin, notre invité. Alors évidemment, ce sujet des commotions cérébrales, c'est un sujet qui revient régulièrement quand même sur les devants de la scène. C'est vrai que Sébastien Chabal lui a donné une exposition nouvelle parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Oui, absolument. En fait, personne n'était au courant de ça, apparemment. C'est venu comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais on peut dire que il sert notre cause, parce que évidemment ça a beaucoup plus de retentissement quand c'est un type, une personne comme lui qui dit les choses, et ça choque évidemment, parce qu'on voit bien. Alors le docteur Savigny s'est même demandé comment il pouvait aussi bien présenter la télévision et avoir ce genre de trouble. Bon, moi j'ai pas la réponse, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Lui il parle vraiment de son amnésie, de tout ce qu'il a oublié en fait. Et il parle surtout du rugby, ce qui est assez étonnant effectivement pour les amnésiques, parce qu'en général les amnésiques, quand ils se souviennent de rien, ils se souviennent de rien, pas que de rugby en vérité. Mais lui il se souvient d'aucun match de rugby, alors pourquoi, j'en sais rien. Jean-Christophe Berlin, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net, sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Jean-Christophe d'avoir été avec nous. Passez un très bon week-end, mais non, une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci.